Après 18 défaites consécutives, ça y est, les Spurs ont gagné un match et c'était contre les Lakers de LeBron James. Ça fait du bien aux joueurs, ça fait du bien aux fans, un peu moins à ceux des Pistons qui restent seuls dans leur tourmente. En tout cas, dans Moop Deep ce samedi, j'avais envie de vous parler de cette soirée mémorable, mais aussi de répondre à vos questions. Howdy tout le monde et bienvenue dans Moop Deep, le podcast de basket session qui traite l'actualité de la NBA depuis San Antonio, où les Spurs ont battu ce soir les Lakers de LeBron James. La fin d'une longue période de disette, 18 défaites consécutives comme je disais dans l'intro, c'était la plus longue série de l'histoire de la franchise. C'était aussi la première victoire depuis le 2 novembre face à Phoenix, donc ça faisait vraiment longtemps en l'occurrence. C'était un petit peu le sujet incontournable, mais j'avais aussi envie de faire appel à vous. Donc j'ai fait un petit tweet pour vous demander vos questions, j'en ai noté 3-4. Je sais plus exactement combien, mais j'y répondrai dans la deuxième partie du podcast. Donc voilà, n'hésitez pas à check cette partie-là aussi. Mais bon, bien sûr, je ne pouvais pas faire ce podcast sans parler de la victoire des Spurs de 1 et du duel entre Victor Wembanyama et LeBron James de 2. Pour remettre un petit peu de contexte autour de la rencontre, il y a déjà eu un match il y a 2 jours entre les Spurs et les Lakers. Et c'est les Lakers qui avaient gagné malgré la révolte des Spurs dans le dernier quart-temps. 119-122, c'était assez serré, ça s'est joué à quelques lancers francs, quelques fautes, etc. Mais bon, on était un petit peu déçus parce qu'il y avait certes Anthony Davis qui était absent ce vendredi. Par contre, il n'y avait pas LeBron James. Donc, le côté historique n'était pas tout à fait présent. Et là, c'est vrai que ce vendredi, c'était l'occasion de voir LeBron contre Victor Wembanyama. Vrai clash des générations. Les deux joueurs les plus attendus de leur génération, peut-être les deux prospects les plus attendus de l'histoire de la NBA, même si aujourd'hui LeBron James n'est plus tout à fait un prospect, ou alors le meilleur prospect du monde. Mais non, voilà, c'était vraiment un rendez-vous qu'on attendait tous. Et on n'a pas été déçus parce que, au-delà donc du côté historique de cette rencontre, il y a eu la victoire des Spurs. LeBron était incertain avant la rencontre, donc on a un peu tous stressé. Mais en le voyant à l'échauffement, en train d'enchaîner les paniers, assez actif, souriant, qui s'exclame après chaque panier raté comme s'il avait 20 ans et qu'il jouait sur un playground, on s'est douté qu'il avait l'énergie pour jouer, que ça allait passer, qu'un jour de repos ça avait fait du bien. Donc toujours pas de Lakers Spurs à 100%, pas d'Anthony Davis, de l'autre côté pas de Trey Jones, malade au dernier moment. Mais bon, l'essentiel n'est pas tout à fait là, l'essentiel c'est la victoire des Spurs 129-115, un match plutôt maîtrisé. Bon, je vous refais le fil du match rapidement pour ceux qui l'ont pas vu. Pour ceux qui l'ont vu, je vous rassure, ça va pas être long. Juste expliquer la dynamique intéressante de la rencontre. Ça commence parfaitement pour les Spurs avec un premier quart-temps à 42-22. Alors ça, on a l'habitude, hein, ça commence bien et puis ensuite c'est là que ça déraille. Mais bon, en l'occurrence, il y a un gros travail à l'intérieur qui est effectué par Victor Wembanyama. On sent bien l'absence d'Anthony Davis. Et puis Devin Vassell rentre tous ses tirs, il met 11 points dès le premier quart-temps. Donc voilà, les Spurs dominent complètement les Lakers et comptent jusqu'à 25 points d'avance dans ce premier quart-temps. Deuxième quart-temps, les Lakers commencent à sonner un petit peu la révolte, justement. Ils déploient une zone en fait qui pose beaucoup de difficultés aux jeunes des Spurs. Ils ont beaucoup de mal à attaquer la zone, ils scorent beaucoup moins. Et en l'occurrence, de l'autre côté, LeBron James se transforme complètement en point god, on va dire. Il met 12 points, mais c'est pas l'essentiel. Surtout l'essentiel, c'est les 9 passes décisives. Et là, les Lakers reviennent en force. Ils dominent le deuxième quart-temps, 40-27. Et on se dit, ça va jouer. Ça va vraiment jouer. Ça va être un match compliqué, serré. Ou alors, les Spurs vont craquer dans le troisième quart-temps. Qui sait? Eh ben non. Voilà. C'est la deuxième fois de la saison seulement que les Spurs gagnent un troisième quart-temps. Je trouve la stat assez représentative en fait de ce qui se passe aux Spurs depuis le début de la saison. Mais bon, là, ils l'ont gagné ce troisième quart-temps. Ils ont bien réussi à disséquer la zone, ils ont réussi à retrouver un petit peu leur flow offensif, à faire pas mal de stops de l'autre côté du terrain. Donc ça s'est bien passé. Et le quatrième quart-temps, c'était juste la conclusion de tout ça parce que ils ont tellement dominé le premier quart-temps et vu qu'ils ont réussi à gagner le troisième et le quatrième, c'était assez... Finalement, c'était une victoire vraiment maîtrisée de leur part. Il y a eu ce petit moment de faiblesse dans le deuxième quart-temps, mais à part ça, c'était vraiment incroyable. Petit retour sur les performances, ça s'impose un petit peu. Avant de parler de Victor Wembanyama, moi j'ai envie de parler de Devin Vassell. Parce que Devin Vassell, c'est quand même de 1 le meilleur marqueur du match, 36 points, à 12 sur 19 au tir, donc une grande propreté. Et surtout, ça représente son record en carrière. Ça faisait 4 fois qu'il était bloqué à 29 points. Il n'avait jamais dépassé la barre des 30, donc il était très content que ça lui arrive. Il a dit, si seulement vous saviez...
Bon, voilà, il était vraiment heureux de dépasser cette barre. Et en l'occurrence, c'était vraiment la clé du match parce qu'il a vraiment porté l'attaque des Spurs de long en large. Il a été phénoménal. Et quand Devin Vassell rentre ses tirs, souvent, ça se passe quand même beaucoup mieux. C'est pas dur à comprendre. Sur le ton de la plaisanterie, il a dit qu'il en marquerait 40 à New Orleans. J'attends de voir. En tout cas, ça fait plaisir voilà, de voir Devin Vassell à son plein niveau. Victor Wembanyama, évidemment, n'était pas du tout en reste. Nouveau double-double, 13 points, 15 rebonds. Ce qui est intéressant, c'est plus la continuité de ses performances. C'est le 7e double-double consécutif. C'est un record depuis Dwight Howard pour un teenager, donc un joueur de moins de 20 ans. Donc c'est assez intéressant de noter ça. Ça se passe bien depuis qu'il joue au poste 5 quand même. Ça, on y reviendra plus en détail ensuite. Puis voilà, défensivement, toujours aussi présent. Il y a notamment un gros contre à 2 mains sur Max Christie qui se fait complètement manger, qui montre voilà, que Victor est toujours aussi présent défensivement. Il a vraiment une présence phénoménale. Et je disais, dans le premier quart-temps, il a complètement explosé la raquette des Lakers. Et même s'ils sont repris après avec leur zone et avec une meilleure défense près du cercle, c'était déterminant dans le match. Troisième point clé du côté des Spurs, c'est Jeremy Sohan, qui est de retour dans son rôle d'ailier, donc depuis quelques matchs, et qui défendait sur LeBron James ce soir, ce qui n'est pas une mission facile. Bon, en l'occurrence, il a fait une défense que moi j'ai trouvé exceptionnelle, très mobile, super, toujours devant son attaquant. Vraiment, il s'est pas laissé abattre. Et évidemment, ses coéquipiers l'ont tous félicité, Devin, Pop, Victor Wembanyama, sachant que Pop et Devin se rejoignent sur un point qui, je pense, résume tout. On n'arrête pas LeBron James, ça reste LeBron James. Par contre, on peut le limiter. En l'occurrence, Jeremy Sohan lui a posé un super challenge. Donc ça, c'est que du positif. Il y a eu de la maladresse, pas collectivement, parce que les Spurs shootent à plus de 40% à 3 points, à plus de 50% au tir global. Donc c'est super encourageant et bien au-dessus des moyennes. Mais par contre, c'est vrai qu'individuellement, il y a des petits trucs qui vont pas. Mais bon, aujourd'hui, je vais pas non plus aller trop dans le détail. Et je vais pas trop me concentrer sur l'aspect négatif, sachant que ça fait quand même du bien de revoir une victoire. Bon, évidemment, le point sur lequel on s'est concentré pendant ce match beaucoup, c'était le duel LeBron James contre Victor Wembanyama. Parce qu'en début de semaine, j'étais à Houston. Et à Houston, on avait interrogé Victor, qui avait dit moi, je le vois jouer à la télé depuis super longtemps, depuis que je suis petit. Parce que quand Victor est né, LeBron avait déjà 30 matchs en NBA. Donc, bon, il a eu le temps de découvrir le basket aussi avec lui. Donc il y avait le côté un petit peu iconique pour Victor. Il y avait ce côté où il avait envie de jouer contre une icône, éventuellement d'apprendre de lui. Il disait que c'était un match un peu spécial et ça l'a été. Vraiment, c'est un clash, je vais pas répéter, mais historique entre deux talents incomparables dans l'histoire de la NBA. On a eu quelques séquences intéressantes de duel entre les deux, notamment une première interaction sur le terrain où donc voilà, Wembanyama rentre à l'intérieur de la ligne à 3 points, il se met dos au panier, et au moment où il veut se retourner, LeBron James profite intelligemment du moment d'inattention, quand il perd justement de vue la défense globalement, pour prendre le ballon. Petite interception, Taurean Prince ensuite lui envoie la balle en transition, et là il écrase un dunk, évidemment ça marque les esprits. Première action, LeBron James contre Victor Wembanyama, c'est largement dominé par LeBron. Il y a aussi ce highlight qui tourne pas mal sur internet où LeBron James est dans le corner, il shoot par-dessus Victor Wembanyama, adapte la trajectoire de son tir qui fait vraiment une grande cloche. Il le rentre quand même. Donc j'ai envie de dire que LeBron a un petit peu gagné ce duel individuellement. Mais bon, ce qui compte aussi, c'est que la victoire passe au premier plan. LeBron James a peut-être marqué 23 points, 14 passes, 7 rebonds. Mais au final, c'est quand même Wembanyama et les Spurs qui sont repartis avec la victoire. Et ça, évidemment, ça a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien au moral. C'était assez incroyable. À 2 minutes de la fin du match environ, Popovic a retiré ses titulaires du parquet, il les a fait revenir sur le banc. Et là, Victor Wembanyama donc, a enlacé, je ne sais pas si c'est le terme, en tout cas, il y a une longue étreinte entre lui et Devin Vassell, l'air de dire c'est bon mon gars, on a gagné. Ça montre aussi un petit peu l'esprit d'équipe qu'il y a entre eux. Ils ont vraiment longtemps célébré avec le banc, entre titulaires, etc. Ils ont vraiment savouré le moment et ça se voit que pour eux, c'était vraiment un soulagement énorme. Wembanyama notamment s'est tourné vers le public, il s'est mis à leur demander de faire du bruit. Le public voilà, n'a pas hésité à s'exécuter. Ça me rappelle pas mal en France quand il gagnait des matchs, ou même avec l'équipe de France. Quand il a gagné son premier match, vous savez qu'il a demandé au public de faire du bruit. C'est
juste sa satisfaction à lui, personnelle, de gagner des matchs, il en a besoin. Ils sont tous arrivés en conférence de presse avec un grand sourire, ce qui n'est pas du tout surprenant. Et Victor en faisait partie. En l'occurrence, j'aime bien ce qu'il a sorti en conférence de presse. J'avais l'impression de jouer un match de play-off, nous dit-il. Et surtout, ce que je retiens, moi, c'est cette citation que je trouve très forte. C'est ce à quoi je suis accro, la victoire. C'est ce que j'aime, c'est ma raison de vivre. On sait que Victor Wembanyama, c'est un grand compétiteur. Il a conscience qu'il va pas gagner tous les matchs à partir de maintenant. Mais bon, lui, ça lui fait vraiment plaisir, cette victoire. Ça se voyait déjà sur le terrain, ça se voyait après la rencontre. Donc ça fait du bien de voir ça quand même, on va pas se le cacher. Beaucoup de gens se posaient des questions sur l'impact moral de Victor Wembanyama. Enfin, l'impact moral de la série de défaites sur Victor Wembanyama plutôt. En l'occurrence, la victoire, ça lui fait beaucoup de bien. Ça, c'est ce qu'on peut dire. Je pense que Keldon Johnson, c'était le plus heureux de tous. Il est arrivé en conférence de presse, survolté. Pendant que Devin Vassell parlait, on l'a entendu dans le couloir en train de crier, ou peut-être dans le vestiaire, je sais pas exactement. Il était vraiment à fond. Un sourire sur son visage qu'il n'arrivait pas du tout à effacer, presque comme s'il n'arrivait pas à contrôler ses émotions. C'était vraiment super communicatif. Et pareil, il nous demande mais pourquoi est-ce que j'arrêterais de sourire, quoi. Et lui qui est souvent décrit comme le compétiteur ultime, le moteur de l'équipe, c'est vrai que là, pour le coup, on a des raisons de croire que c'est vrai quand on voit comment il réagit à la victoire, c'est-à-dire de manière très euphorique. Donc j'ai beaucoup aimé cette conférence de presse. Devin Vassell aussi qui est passé par là, en disant qu'ils avaient un petit peu surmonté une tempête, cette série de défaites, que c'était difficile, que ça avait été une épreuve et que maintenant il fallait relancer la machine à partir de là. Ça m'a fait plaisir d'entendre ça aussi, mais c'est là qu'il faut peut-être un peu prendre du recul et se dire, ils ont battu les Lakers, qui sont quand même une bonne équipe, champions du In-Season Tournament, sans Anthony Davis, ce qui marque quand même une grande différence, dans un contexte qui était, enfin, c'était à domicile pour les Spurs. Et c'est vrai que on peut pas se dire que cette victoire contre les Lakers, c'est juste la fin de la série c'est la fin de la série de défaites, mais je pense pas que ce soit ce qui va déverrouiller le compteur de victoires définitivement. Il reste à 4 victoires pour 20 défaites. C'est quand même pas le meilleur bilan de la NBA, même le dernier de l'Ouest. Donc le côté, voilà, c'est la fin de quelque chose. Je pense que c'est plutôt une parenthèse. On verra si c'est le cas contre New Orleans dimanche, en fonction du résultat du match. Mais au moins, c'est une parenthèse qui fait plaisir, encore une fois, j'insiste. J'ai un petit peu tout déroulé là sur le match. Mais bon, quand je suis solo, vous me connaissez, je suis bavard. J'espère qu'en tout cas, vous lâchez pas le truc. N'hésitez pas à me dire, vous, comment vous avez réagi à cette victoire des Spurs. Est-ce que vous pensez que ça continue ou pas? Je lis encore une fois tous vos commentaires, donc n'hésitez pas. Donc voilà, ça c'était vraiment le point clé, la rencontre. Encore une fois, moi je trouve cette rencontre très intéressante dans le contenu, dans le résultat évidemment. Je pense aussi que c'est assez révélateur du fait que la défense de Jeremy Sohan, elle est primordiale dans cette équipe. Le travail de Victor évidemment, mais ça personne n'en doute vraiment. Et surtout le fait que quand Devin Vassell rentre ses tirs, quand Devin Vassell remplit son rôle de scoreur, quand il est mis dans les bonnes conditions aussi ou qu'il est dans un bon soir, ça débloque beaucoup de choses pour les Spurs. Donc c'est peut-être la clé pour avancer, Devin Vassell. Et bon, on va en parler un petit peu plus tard. Ça montre aussi que l'effectif a du potentiel parce que ce match-là, il était vraiment, encore une fois, intéressant dans le contenu. C'est pas une victoire par chance, c'est une victoire qui est maîtrisée. Quand ils reviennent du vestiaire et qu'ils arrivent à attaquer, à attaquer cette zone, moi je trouve ça assez prometteur, assez rassurant. Je trouve la circulation du ballon plutôt cool. Il n'y avait pas beaucoup de turnover, 8 si je dis pas de bêtises. Bonne adresse. Voilà, c'est vraiment un bon match de la part des Spurs. Et ça montre des signes de progrès. Voilà, je ferme cette partie sur le match de Victor contre LeBron. Et maintenant, on va pouvoir se pencher sur vos questions. Alors voilà, j'ai fait un post sur X, Twitter. Bon, j'appelle encore le Staples Center, donc pour moi ce sera Twitter. Phrase très maladroite, mais vous avez compris l'idée. Donc je vous ai demandé vos questions et j'en ai isolé 4 ou 5, je ne sais pas compter, donc ce sera la surprise, que j'ai trouvé très intéressante. C'est des thématiques que j'avais envie d'aborder en podcast et je préfère en fait vous demander ce qui vous intéresse vous. Donc si vous aimez bien ce contenu, dites-le en commentaire et on en fera d'autres dans les épisodes à venir. Un petit peu des petites FAQ comme ça, parce que je trouve ça assez sympa comme contenu. Donc on va commencer avec la question d'Anis Rally. Déjà, plaisir de savoir que tu suis notre podcast. Anis qui demande, est-ce qu'il faut attendre quelque chose de la trade deadline? Ça tombe très bien parce qu'on a pu poser la question à Greg Popovich juste avant le match, donc le timing est parfait. C'est vrai que décembre, c'est la période où pas mal de joueurs deviennent disponibles pour des transferts.
Surtout les rumeurs commencent à s'amplifier beaucoup à l'approche du mois de janvier, de février. Euh, bon, les rumeurs chez les Spurs, elles sont toujours assez timides. Là, ça a commencé avec Keldon Johnson, mais les rumeurs étaient assez amplifiées. C'était Mark J. Spears qui avait juste dit si un joueur doit bouger, je dirais que ce serait Keldon Johnson, mais c'était plus de l'opinion. Les gens l'ont pris comme une information, donc non, il n'y a pas de rumeurs concrètes à propos d'un move de Keldon Johnson. Il ne bougera probablement pas, à mon avis, et je pense même qu'il n'y aura pas du tout de mouvement. Donc on a posé la question à Greg Popovich, il nous a répondu pourquoi on ferait ça. Voilà, donc notre confrère de l'équipe Maxime, qui a eu le courage, pour le coup, de poser la question à Popovich, parce que je ne sais pas si j'aurais osé, en l'occurrence, poser cette question en particulier. Mais en tout cas, il a fait, et puis c'est vrai qu'il avait l'air assez conservateur. Pourquoi est-ce qu'on ferait un transfert pourquoi est-ce qu'on ramènerait des vétérans? Voilà, donc ça c'est la mentalité. Ensuite, il a été relancé par un journaliste américain, et il lui a répondu on ne se concentre pas sur les médias, ça on le savait, c'est un projet à long terme. Mais si un trade a du sens maintenant et sur le long terme, bien sûr, nous l'envisagerons. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de porte fermée tout à fait. Mais bon, je pense que c'est quand même très improbable. Il faut quand même comprendre la position des Spurs. C'est probablement une équipe qui ne fera pas les playoffs. 4 victoires, 20 défaites, c'est compliqué. L'année dernière, les dernières équipes qualifiées à l'Ouest, c'était des équipes autour de 40 victoires, 40 défaites. Là, les Spurs, pour arriver à ce stade-là, il va falloir qu'ils gagnent beaucoup de matchs sur la fin de la saison, avec un bilan approximativement de 40-20. Donc c'est quand même vraiment pas, je pense, à leur portée en réalité. Sachant que le développement des jeunes reste la priorité, donc il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de côté où il faut ramener un talent, construire le roster dans les médias. La priorité, c'est pas de gagner tout de suite, ça reste le développement, je le répète assez dans tous les podcasts. Et le projet, donc c'est un projet à long terme, et ce qui intéresse donc les Spurs, c'est les jeunes qu'ils ont déjà, Wembanyama, Sohan, Keldon, Vassell, tous ces mecs-là. Et c'est aussi les jeunes éventuellement qui peuvent être dans des packages, sachant que c'est assez rare, mais bon, pourquoi pas. La cible des Spurs, s'il y en a une, ce sera des jeunes joueurs, à mon avis, et surtout des tours de draft, parce qu'on parle d'une équipe en reconstruction, et c'est souvent le cas. Mais bon, quoi qu'il arrive, les Spurs sont historiquement la franchise la moins active à la trade deadline. À chaque fois qu'il y a un transfert, c'est déjà une surprise monumentale. Donc je pense que cette saison en particulier, où il n'y a pas de raison en fait, je pense que ça ne va pas bouger. Et que si ça bouge, ce sera quelque chose de mineur. Donc la réponse courte à cette question, c'est non. Je pense qu'il n'y aura pas de mouvement à la trade deadline. La réponse un peu plus longue à cette question, parce que oui, j'ai déjà répondu assez longuement, mais quand même, je pense que ce qui va se passer, c'est que les Spurs vont sacrifier absolument aucun contrat à longue durée, aucun tour de draft, parce qu'ils en ont besoin pour avancer. Encore une fois, je sais pas, mais les franchises NBA aujourd'hui fonctionnent par cycle. Je pense que ça, c'est important à intégrer. C'est que une franchise NBA, c'est pas les 30 franchises ne fonctionnent pas de la même manière. En fait, il y a des cycles différents. Il y a des cycles d'un côté de reconstruction ou de construction. Il y a des cycles de l'autre côté d'équipes qui sont compétitives actuellement. Donc souvent pour les marchés, en particulier pour les petits marchés qui ne sont pas attractifs pour la free agency, ce qui se passe, c'est qu'il y a une première phase où on accumule des assets, des tours de draft, des jeunes, etc. On développe les jeunes, on élimine ceux qui ne sont pas suffisamment bons. Et ensuite, en fait, on se sert des assets qui restent, que ce soit les jeunes, que ce soit les tours de draft, pour effectuer les transferts. Et ensuite, au moment où le noyau de l'équipe devient compétitif, tenter sa chance pour prendre le titre. Par exemple, les Bucks se sont appuyés beaucoup sur leur tour de draft pour d'abord ramener Chris Middleton, mais ça c'était facile entre guillemets, mais surtout ramener Jrue Holiday à l'époque, ou comme dirait Antoine, Giroud Holiday, j'adore quand il fait ça, donc voilà, je vais le reprendre. Pareil, là ils ont ramené Damian Lillard parce qu'ils avaient des tours de draft, mais en tout cas Jrue Holiday est venu parce que les Bucks avaient beaucoup de tours de draft à utiliser. Et c'est le cas de beaucoup d'équipes qui gagnent des titres. Anthony Davis avec les Lakers, il a fallu que les Lakers aient des jeunes, Lonzo Ball, Kyle Kuzma, etc. à échanger. Il a fallu qu'ils aient des tours de draft à échanger. En fait, c'est toujours ça. Il y a une balance entre les équipes qui accumulent les tours de draft et les jeunes, et les équipes qui accumulent les vétérans pour gagner le titre. Donc là, les Spurs sont dans une catégorie très clairement, celle des jeunes et des tours de draft. Donc je pense que pour eux, ça n'a pas de sens en fait de ramener des vétérans, parce qu'ils ne sont pas encore dans la phase où ils vont activer le projet et ramener des vétérans, faire des gros mouvements, etc. Là, ils accumulent.
et ils vont rester relativement sages à mon avis. Donc, ce qui peut se passer sur le marché des transferts, c'est obtenir des joueurs intéressants pour l'avenir, comme dit Pop, à court et long terme en gros, sans sacrifier d'assets, donc sans sacrifier de tours de draft principalement, et sans sacrifier de joueurs qui ont un contrat assez sympa ou un potentiel supérieur aux pièces que tu peux récupérer, parce que évidemment l'objectif c'est de maximiser le potentiel. Donc c'est pas dit que les Spurs ne traitent pas Keldon Johnson ou un autre joueur. Juste si c'est le cas, ce sera sur une offre contre un jeune qui fit mieux dans le projet, qui est plus prometteur ou quoi que ce soit. Et ça c'est difficile à trouver parce que les équipes qui ont des jeunes souvent sont des équipes qui n'ont pas envie de les transférer, et encore moins contre des vétérans comme ceux que les Spurs ont, Doug McDermott, Shady Osman, etc. Mais plus contre des stars ou alors des titulaires en puissance dans des équipes compétitives. Et puis, juste, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui sont disponibles sur le marché de transfert, tout simplement. Donc, moi là, j'ai du mal à voir quel transfert pourraient faire les Spurs, mais je ne serais pas surpris s'ils absorbaient un contrat dont une équipe ne veut plus trop, à tout hasard Evan Fournier, à tout hasard, pour récupérer un petit peu des tours de draft. C'est-à-dire que eux, ils récupéraient la masse salariale indésirable, enverraient des joueurs qui sont à peu près intéressants ou serviraient un petit peu de hub dans un transfert à 3 équipes. Et en échange de cette absorption de salaire, ils récupéraient des tours de draft, ce que beaucoup d'équipes en reconstruction font. Donc je ne serais pas choqué que les Spurs s'y mettent aussi. Tout autre transfert me surprendrait vraiment, ou je pense que ce serait du mouvement mineur, c'est-à-dire, je sais pas, Mamou qui est transféré, ou Cedi Osman qui est transféré, je sais pas exactement ce que ça pourrait être, mais ce sera du mouvement mineur, je pense. Et encore une fois, je reviens sur les rumeurs de Keldon Johnson. Quand Mark J. Spears, dont est partie la rumeur malgré lui, a dit que Keldon pouvait transférer, c'était plutôt de l'opinion. Donc je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup déformé ça. Donc la réponse complète, c'est il y aura probablement pas de mouvement à la trade deadline. Il faut pas écouter Pop non plus parce qu'il va pas nous dire oui, on va transférer nos gars. Mais je pense que pour le coup, ce qu'il dit, c'est la vérité. Et si c'est le cas, ce sera un mouvement très anecdotique au point où je pense on ne fera pas du tout d'épisode de Mook Deep dessus en mode transfert de Doug McDermott. Vous avez saisi l'idée. Donc c'est plutôt un non à la question d'Anis. Deuxième question, je prends la question de Vincent Reculot, mon ami Vincent, auteur de NBA All-Star Names. Je suis désolé, je suis fatigué, je suis pas sûr d'avoir le bon titre exactement. Je crois que c'est ça. Désolé, mais en tout cas, super bouquin. Je vous mettrai la photo pour que vous ayez le truc. Je vous mets aussi dans la description le lien du livre. En l'occurrence, Vincent qui nous demande: David Robinson et Tim Duncan avaient bénéficié d'effectifs plus compétitifs autour d'eux et n'avaient pas subi l'attentisme de la franchise. Jusqu'à quand vont tenir les fans? Et ça fait aussi écho à la question de Robin. La franchise peut-elle dépendre de la pression des fans pour précipiter ou non le développement de l'équipe? Là, on tourne autour des fans et autour de la patience, autour de tout ça. Donc, ce que je vais vous répondre, c'est que, de un, il y a un vrai décalage entre la vision des fans et le projet réel. Je pense que c'est vrai globalement. C'est-à-dire que, en fait, le projet des Spurs, il est à long terme, encore une fois. Il demande de la patience, il demande des défaites, beaucoup. Et c'est vrai que les fans, eux, ils veulent gagner. C'est normal, ils veulent pas forcément comprendre la logique du front office. Eux, ils sont là pour du divertissement en grande partie. Donc on comprend qu'ils veulent gagner des matchs, qu'ils veulent des matchs serrés, ils veulent pas quitter la salle pendant le troisième quart-temps parce qu'ils savent qu'ils n'ont aucune chance. Donc je comprends tout à fait la potentielle fatigue des fans, mais je pense que ce que fait la franchise actuellement, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'avenir. Récupérer un meneur comme Malcolm Brogdon, je sors ce nom-là parce que c'est beaucoup dans les rumeurs, ce serait efficace à court terme, mais je pense que ce serait juste pour contenter les fans. Ça n'aurait pas de sens à long terme parce que déjà, tu es sur un marché qui ne peut pas retenir les free agents. Prendre un contrat à court terme, ça n'a pas de sens. Et puis, même ramener un vétéran à la place d'un joueur intéressant, à la place du tour de draft, ça n'a pas vraiment de sens actuellement. Ça dépend du vétéran, mais pour moi, Malcolm Brogdon, ça n'a pas de sens. Et ce genre de profil, ça n'a pas de sens. Donc, je pense que le front office des Spurs ne cédera pas. Et je pense que la pression des fans ne changera rien à la situation. Je pense aussi qu'il y a un niveau de confiance. Quand Vincent demande jusqu'à quand vont tenir les fans, je me dis, c'est une équipe qui a fait les playoffs pendant 22 ans. Les gens le savent ici. C'est une équipe qui a 5 titres. Les gens s'en souviennent parce qu'il y a eu les parades, etc. Enfin, c'est quand même une équipe qui rythme la vie de la ville. Donc, ils ont conscience de ce qui s'est passé. L'équipe est certes plus en playoff depuis quelques années, mais ils sont pas à ça près, je pense. Et je pense qu'ils ont confiance en le projet.
Donc quand est-ce que les fans en auront marre? Je pense qu'il va falloir attendre, d'autant plus que San Antonio n'a pas d'autre équipe de ligue majeure. C'est la seule équipe de ligue majeure, donc il n'y a pas d'équipe de NFL, NHL, MLB. Tout ce qu'il y a, c'est un programme de foot américain, c'est UTSA, et c'est pas du tout une équipe de premier plan. Donc les fans de sport au Texas et à San Antonio, ils vont devoir prendre leur mal en patience parce qu'ils n'ont pas le choix, tout simplement. Donc je pense qu'il ne faut pas être trop présomptueux dans l'idée de dire quand est-ce que les fans vont tenir ou quoi que ce soit. Enfin, quand est-ce que les fans vont craquer, est-ce que ça va céder à la pression? Je pense que les fans, eux, sont plus patients qu'ailleurs, sont plus patients qu'en France notamment. Et je pense aussi que, en fait, ils n'ont pas le choix d'attendre et que les Spurs s'en fichent. Et ils ont, je pense, raison. La hype faiblit un petit peu, je pense, avec les défaites. Moi, c'est la sensation que j'ai à San Antonio. Mais globalement, la salle reste presque pleine à chaque fois. Il y a quand même de l'engouement. Ce soir, c'était phénoménal, l'ambiance. Donc, la situation n'est pas du tout alarmante. Et puis, pour finir, je pense que quand on fait le parallèle avec David Robinson et Tim Duncan, il y a ce côté aussi où ils sont arrivés en NBA, c'était déjà des joueurs complètement prêts à jouer en NBA. Ils étaient assez vieux, ils étaient physiquement plus que prêts, ils étaient dominants physiquement. Ils ont eu le temps d'être polis avant. Là, aujourd'hui, Victor Wembanyama, il arrive, il a 19 ans. Il joue avec des joueurs autour de lui qui ont 20 ans pour Sohan, par exemple. C'est l'équipe la plus jeune de la ligue. À l'époque où ils sont arrivés, effectivement, David Robinson, Tim Duncan, c'était pas des effectifs comme celui-ci, mais en même temps, c'était une époque complètement différente. Il n'y avait pas cette question de cycle, de reconstruction, il n'y avait pas tous les mêmes méthodes. Je pense qu'il faut voir les Spurs avec le contexte actuel, en fait. Il faut comprendre que la situation ne peut pas être la même que pour Duncan et pour Robinson, parce que la NBA a changé, parce que Victor n'est pas Robinson, n'est pas Duncan, et tant mieux, parce que j'aime bien voir des choses différentes, et ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus à l'aise avec le tanking. Les gens commencent à comprendre aussi la construction des équipes en NBA. Donc voilà, les fans seront, je l'espère, patients. Et si elles le sont pas, bah tant pis pour eux, parce que tout ce qu'ils pourront faire, c'est prendre une tisane et méditer. Je dis pas ça du tout en mode moi je suis fâché ou j'invite les gens au calme, je sais pas, mais je dis juste que je pense que les Spurs ne bougeront pas à cause de la pression des fans et que ça changerait en fait de est-ce qu'ils vont tenir ou pas. De toute façon, San Antonio va rester fidèle aux Spurs. On enchaîne avec la question de Serge Karamazov. Bon, je précise, aucun lien, il est fils unique. Mais c'est une référence qu'on apprécie ici, pour une fois que j'ai une référence de film. Alors qui demande donc, vois-tu de réels progrès chez certains, donc certains joueurs évidemment. Bon, comment dire? J'ai listé quelques joueurs que je trouve ont pas mal progressé depuis un moment. C'est marrant parce que je vois ma liste, j'ai pas listé Malachi Branham, alors que je trouve qu'il a fait d'énormes progrès à la création, au scoring. Il est plus agressif, plus en confiance. Il fait bien circuler le ballon. Je vais commencer par là parce que sinon je vais l'oublier. Malachi, il évolue vraiment pas mal. Il était très brut quand il est arrivé en NBA. Il s'est blessé aussi. Donc il y a quand même ce côté où, ouais, c'est assez rassurant de le voir progresser. Wembanyama, en l'occurrence, évidemment, il progresse très très régulièrement à vue d'œil. Il a 19 ans. Il vient juste d'arriver en NBA depuis l'Europe. Donc évidemment, il y a une grosse marge de progression et ça, on le voit vraiment bien. Moi, je trouve que ce qui le rend plus à l'aise, c'est notamment le nouveau starting five. Il a plus d'espace, il peut plus s'exprimer. Lui, il a l'air de se sentir plus à l'aise aussi dans ce contexte-là. Et puis, donc il y a déjà ça, pour commencer. Et au-delà de ça, je trouve que là où il gère le mieux, c'est en défense. Il a pas mal progressé. Quand il est arrivé en NBA, il a commencé à jouer dans ce rôle de roamer, c'est-à-dire qu'il est placé un petit peu au cœur de la défense et puis il vient souvent aider quand un joueur passe, quand quelqu'un approche du panier, voilà, juste quand le meilleur joueur adverse est à portée de bras, ce qui pour lui est très loin. En tout cas, il a découvert un petit peu ça en NBA et ce rôle de roamer, il est compliqué parce qu'il faut pas être en retard, c'est compliqué, il faut suivre les rotations. Donc ça, il fait de mieux en mieux. Il est de moins en moins en retard, il lit de mieux en mieux l'attaque adverse. C'est assez impressionnant la vitesse avec laquelle il comprend le jeu et je trouve que défensivement, il y a vraiment un énorme progrès de sa part et collectivement aussi, mais j'y reviendrai en détail. Donc voilà, défensivement, Victor, il step up vraiment et même dans sa manière de tenir le rythme de la NBA, je pense que je vois de vrais progrès aussi. Il a l'air de moins en moins fatigué, de plus en plus énergique tout le temps. Au début, c'était une grande question. Est-ce qu'il peut vraiment tenir avec son cardio le rythme de l'NBA? Pour lui, c'était une question d'adaptation. Il y avait aussi la question de bosser son cardio pendant l'été, ce qu'il a fait. Donc, c'était quand même une interrogation. Et là, pour l'instant, c'est assez rassurant. Et surtout, plus on avance,
et plus il est capable de jouer longtemps sans montrer de vrais signes de fatigue, sans montrer de temps faible. Donc que du progrès du côté de Wembanyama. Ça, on pouvait un petit peu s'y attendre de la part d'un joueur comme lui. Là où je trouve que l'expérience One a été intéressante, c'est que j'ai trouvé qu'il a pas mal progressé pas à la main, mais à la création. Parce que du coup, il est plus meneur, mais il est revenu dans son rôle d'ailier fort, créateur. Et dans ce rôle-là, il est super parce que il y a de moins en moins de déchets, il y a une meilleure vision de jeu. Pour moi, il y a de vrais progrès à la création. Dans son rôle d'ailier, maintenant, c'est un vrai bon connecteur. Donc, non, franchement, je pense que Sohan a bien bénéficié de cette expérience meneur. Que même si c'était pas agréable pour lui, j'imagine, c'était quand même un choix assez judicieux, une expérience assez enrichissante pour lui. Donc moi, je vois pas mal de progrès à ce niveau-là, dans son dribble aussi. C'est toujours pas un meneur, hein, faut pas non plus abuser. Par contre, pour un ailier qui a commencé à rentrer dans ce rôle de créateur, je pense que c'est assez convaincant ce qu'il est en train de montrer. Donc voilà, axe de progression également. Quand Pop dit que c'est un projet à long terme et qu'il développe les jeunes, ça passe par là. Et il le fait bien, je trouve, avec Sohan et Wembanyama en particulier. Mais de la part de tout le monde, en vrai, il y a de gros progrès. Moi, ce que j'ai noté notamment, c'est la circulation du ballon. Le fait de jouer sans meneur traditionnel, sans meneur gestionnaire, ça a vraiment aidé le collectif, je pense, à apprendre à distribuer le ballon. Maintenant, on voit de plus en plus de passes, d'extra passes de la part de n'importe qui. Devin Vassell, souvent, qui crée pour les autres. Keldon Johnson aussi, qui a fait de gros progrès à ce niveau-là, qui distribue de plus en plus de passes décisives. Donc, je pense que tout le monde fait des efforts, que tout le monde va dans le bon sens à ce niveau-là. Il y a de moins en moins de déchets, encore une fois. Je parlais de Malachi Barnham au début, lui, il a fait de gros progrès là-dedans aussi. Il est assez propre, il devient un créateur, alors qu'il n'était pas forcément spécialiste dans ce domaine-là quand il est arrivé en NBA. C'est de plus en plus fluide et surtout c'est prometteur parce que historiquement, c'est quand même une des grandes forces des Spurs, ce mouvement de balle, ce côté un petit peu collectif où tout le monde peut créer. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose d'important pour la suite du projet et c'est quelque chose dans lequel je vois pas mal de progression. Et ça apporte pas mal de flexibilité parce que tu peux jouer sans meneur quand tous les joueurs peuvent créer. Et encore une fois, c'est des compétences qui sont super utiles à l'avenir, que tu joues avec un gestionnaire ou non. Savoir lire le jeu, être mieux conscient de la position de tes coéquipiers dans l'espace, c'est quelque chose de très important. Et ça permet toujours de générer les meilleures opportunités de tir. Donc je pense que c'est un grand axe de progrès et que c'est très important. Un autre axe de progrès qui est très important, c'est la défense. Sur les 30 derniers jours, les Spurs, c'est la 13e des meilleures défenses de la ligue. L'équipe a un potentiel défensif qui est assez intéressant avec Sohan, Wembanyama, tout ça. Et là, ils sont en train de l'exploiter de mieux en mieux. Quand on regarde par rapport à la période précédente, d'environ 12 matchs, en fait, là, ils encaissent 4 points de moins % possession sur le dernier mois qu'avant. Donc c'est vraiment un progrès énorme. C'est partiellement biaisé par le fait que tout début novembre, ils ont joué contre les Pacers qui leur ont mis 152 points. Oula, désolé, c'est la fatigue. Fatalement, quand tu joues contre la meilleure attaque de la ligue qui te met 152 points, ton defensive rating il chute un petit peu. Et ensuite, quand tu avances et que tu joues contre des équipes un peu plus défensives, ton defensive rating il augmente. Donc ça c'est logique qu'il augmente, mais j'ai trouvé qu'il y a vraiment de vrais progrès. Et surtout je suis assez rassuré parce que j'avais des doutes sur la capacité de ces Spurs en fait à bien tenir avec juste Wembanyama en big, et ça marche plutôt bien pour l'instant. Donc il y a de vrais progrès défensifs de la part de Wembanyama, de la part de Sohan, de la part de tout le monde, surtout collectivement. De la part de Keldon aussi, j'ai posé la question à Popovic qui est assez content et qui explique qu'il fait des efforts. Donc voilà, la défense c'est un grand axe de progrès. Je pense que j'ai pas mal parlé. C'est trop grave, hein. J'y arrive pas. Mais non, j'ai vraiment pas mal parlé des progrès de l'équipe. On va passer à la question suivante. La question suivante que je trouve assez intéressante, c'est celle de Little Big Steph, du coup, qui nous demande où se situe la défaillance tactique et technique dans le jeu des Spurs qui explique l'incapacité pour trouver Victor Wembanyama dans des bons spots. Et donc il demande également, pour moi ça se rejoint, ne trouves-tu pas que par séquence les Spurs jouent mieux sans Victor Wembanyama, ce qui démontre la difficulté de jouer avec un joueur si spécial. Alors moi ce que j'en pense, c'est que déjà l'absence de meneur gestionnaire, ça affecte les Spurs sur ce point. Évidemment, moi je pense toujours que c'est positif à long terme de jouer maintenant sans meneur gestionnaire. Dans les médias, évidemment, c'est plutôt mauvais parce qu'aucun joueur n'est capable de créer comme Trey Jones, par exemple, de créer comme un meneur titulaire en NBA. Et c'est vrai que s'il avait un vrai meneur à côté de lui, il serait plus facilement trouvé.
Donc c'est une défaillance plutôt dans la construction de l'équipe. Enfin, c'est pas une défaillance dans le projet, hein, mais dans les médias, c'est une défaillance. Trey Jones, lui d'ailleurs, trouve très bien Victor Wembanyama la plupart du temps. Donc ça montre que s'il y avait un vrai meneur, il serait sans doute mieux servi. Mais bon, voilà, c'est une explication de la difficulté. Je pense que c'est pas quelque chose que les Spurs cherchent à régler dans les médias, parce que question de développement, question de capacité aussi à régler le problème. Mais oui, ça explique en grande partie pourquoi est-ce que Victor Wembanyama est entre guillemets si peu servi. Il est pas mal servi quand même, hein, mais il pourrait être mieux trouvé. Mais c'est aussi parce que tout le monde n'a pas la vision, le niveau de lecture et les capacités pour le trouver. Deuxième explication, il y a la question de la défense. Victor Wembanyama est défendu par des ailiers souvent qui lui imposent un défi physique important, qui le bloque sur le plan latéral. Ils se mettent devant lui, coupent la ligne de passe, donc il limite ses déplacements, il limite les possibilités de lui faire la passe. Donc ça tout de suite, ça complique les choses pour le trouver. Euh, c'est vraiment, comment dire, ça marche mieux depuis qu'il joue pivot pivot, parce que il est seul dans la raquette, donc il a un plus grand espace pour évoluer, il est plus facile à trouver, plus facile à servir au poste notamment. Maintenant, c'est vrai que je pense que ce côté où le ciblage défensif contre Wembanyama, ça pèse pas mal, notamment les prises à deux. Évidemment, quand un joueur est pris à deux, tu hésites un petit peu à lui faire la passe, c'est un petit peu plus compliqué. Et puis surtout, c'est pas forcément la meilleure option de lui faire la passe parce que s'il y a une prise à deux, c'est-à-dire qu'il y a un autre joueur qui est ouvert, donc il faut faire la passe à ce mec-là. Donc non, je pense que l'aspect défensif, ouais, je pense que l'aspect défensif c'est super important parce que en fait les équipes ne cherchent pas à lui mettre en face un joueur qui va le contester verticalement, qui va essayer de matcher ses capacités. Ils cherchent vraiment à limiter ses déplacements. Donc ça empêche un petit peu de le trouver. Et ça va avec le troisième point, qui est celui des systèmes. En fait, on voit un petit peu Wembanyama se développer en système de plus en plus. On a pas mal de DHO, de main à main avec Devin Vassell. Moi j'ai vu un truc qui m'a marqué, c'est un pick and roll dans lequel il jouait porteur de balle avec Keldon Johnson en porteur d'écran. Donc il y a un petit peu des systèmes, entre guillemets, des principes de jeu qui se développent. Euh, et ça va lui permettre de se retrouver beaucoup plus libre qu'avant, de plus facilement trouver ses coéquipiers. Parce qu'un problème actuellement, c'est que il n'y a pas beaucoup de jeux organisés chez les Spurs. Donc, donc c'est un peu plus compliqué de trouver des joueurs dans ce contexte-là. Parce qu'il faut créer soi-même, il faut créer dans des conditions un peu chaotiques, beaucoup improvisées. Donc fatalement, plus compliqué de trouver des joueurs. Et je pense que enfin je sais pas ce que j'en pense, c'est la décision de Popovic de jouer comme ça, de pas trop implémenter de système tout de suite. Je sais pas ce que tu en penses, je sais pas ce que j'en pense. Il est 6h51 du matin, je n'ai pas dormi, donc excusez-moi pour le manque d'élocution. En tout cas, les 6h, je me perds encore. C'est terrible, hein. Donc, ce que je disais, c'est que j'ai pas d'avis sur la question, donc du fait que Popovic ne cherche pas à implémenter de système tout de suite, mais en tout cas, ça joue beaucoup dans le fait de trouver Victor Wembanyama ou dans le fait de trouver Devin Vassell ouvert ou quoi que ce soit. Le dernier point pour moi qui est important, c'est que Victor Wembanyama, actuellement, c'est un rookie de 19 ans, qu'il a des difficultés, notamment à se démarquer. Dans le sens où s'il posait plus d'écran, parce qu'il ne fait pas beaucoup, ce serait plus facile pour ses coéquipiers de le trouver. Tu joues en pick and roll ou en pick and pop, il se libère et là tu lui fais la passe et puis voilà. Mais en fait, il pose pas beaucoup d'écran et quand il pose un écran, il en fake beaucoup. Quand je dis fake, c'est-à-dire qu'il vient poser son écran et en fait tout de suite il va en sortir, souvent en allant vers le panier, euh, en fait pour créer un décalage avec son défenseur à lui. Mais vu qu'il le fait souvent, ça marche pas forcément à chaque fois. Euh, et puis ouais, il le fait beaucoup trop souvent parce que poser des écrans, enfin à mon goût en tout cas, poser des écrans pour de vrai, ça lui permettrait de se retrouver plus libre et en fait de juste bonifier le jeu de son équipe. Donc je pense que ça joue beaucoup dans ce côté trouver Victor Wembanyama. Et je pense qu'il va beaucoup évoluer là-dessus. Il va être plus facile à trouver quand il commencera à poser plus d'écrans. Depuis qu'il joue en poste 5, entre guillemets, il a déjà évolué là-dessus. Et puis il y a aussi le facteur qui est pour moi important, c'est que c'est pas toujours la meilleure option. Je parlais du fait que quand il est pris à deux, c'est pas la meilleure option. Victor Wembanyama, c'est pas le score le plus efficace des Spurs. On prend Devin Vassell par exemple, il a eu quelques difficultés ces derniers temps, mais de manière générale, c'est un shooter plus efficace que Wembanyama, c'est un scoreur plus efficace que Wembanyama. Et même si Wembanyama a un énorme potentiel, sans doute plus grand que tous les autres, il y a quand même ce côté où si on doit vraiment parler d'impact immédiat, faire la passe à Wembanyama, c'est pas forcément toujours le choix logique.
Cedi Osman, par exemple, qui est dans un rôle beaucoup plus facile que lui aussi, qui est plus expérimenté, a une bien meilleure efficacité. Donc si Cedi Osman est ouvert et que Wembanyama demande le ballon près du poste, l'enjeu, ce serait plutôt de trouver un moyen de donner le ballon à Cedi Osman pour qu'il mette son tir ouvert. Donc il y a ce côté aussi, il y a le côté aussi répartition. On sent que les Spurs ils veulent pas mal répartir la charge. Wembanyama est toujours le joueur le plus impliqué dans les possessions offensives. Mais je pense qu'il y a aussi l'enjeu de vouloir laisser tout le monde jouer, se développer. Donc ça joue également parce que quand tu as envie de laisser tout le monde jouer, bah, fatalement, ça implique que tu peux pas surprioriser ta star comme c'est le cas dans d'autres équipes. Donc Wembanyama est moins servi de ce fait-là. Voilà, en espérant que ça réponde à la question, même si l'explication est un peu longue. Quelles sont les différences techniques et tactiques, le manque de système, le manque d'écran de la part de Wembanyama et de manière générale, le manque de jeu organisé de la part des Spurs et de Victor Wembanyama, aussi la défense qui lui est opposée, et puis tout simplement le fait qu'il n'est pas toujours l'option la plus efficace. Donc voilà, c'est l'explication globale à cette question. Si vous avez apprécié ce format, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, on en refera des petites FAQ comme ça et peut-être juste des FAQ. On se dit à samedi prochain pour le nouvel épisode de Moop Deep, j'espère avec un invité cette fois-ci. Je vous tiendrai au courant très rapidement. En attendant, je vous invite à regarder le Hoop Culture demain qui sort sur la chaîne de Basket Session, tous les jours le CQFR également, et puis le podcast le lundi pour patienter avant ce nouvel épisode de Moop Deep. Plein de contenu super sympa, pareil, retrouvez mes articles sur basketsession.com. Mais bon, abonnez-vous à la chaîne dans un premier temps, laissez un like. Je vous remercie encore une fois pour votre temps aujourd'hui et je vous souhaite un très bon week-end.